Épisode 5, le bilan psychologique. Nous avons vu précédemment que l'évaluation qualitative ne permettait pas de mesurer l'intelligence puisqu'elle repose sur une théorie qui ne tient pas la route scientifiquement. Il s'avère qu'un test de QI standardisé constitue bien la seule manière d'estimer l'intelligence de façon objective en psychologie clinique. Lorsque Binet a développé le premier test d'intelligence, le test de Binet-Simon, la notion de quotient intellectuel représentait le rapport entre l'âge mental et l'âge réel. À l'heure actuelle, le quotient intellectuel est calculé de manière différente. Il représente un classement car il correspond au rang auquel se situe une personne relativement à une population. Lors de tests de QI, les résultats obtenus sont des prédictions statistiques. Le QI représente la probabilité d'un sujet d'agir avec intelligence. De plus, c'est sur base d'un échantillon représentatif de la population qu'on peut induire le niveau intellectuel d'une personne. C'est donc bien une comparaison des capacités de la personne par rapport à un échantillon représentatif d'individus de sa tranche d'âge, c'est-à-dire l'étalon de référence. Sa valeur reflète la position actuelle d'un individu par rapport à son groupe d'âge. Étant donné que c'est une estimation statistique, on considère que le niveau de QI dans la population générale se distribue suivant une loi normale. Voici la courbe de Gauss, une distribution qui fournit une donnée ordinale, un classement. Le QI s'avère donc être bien une hypothèse prédictive. Basé sur le modèle factoriel de l'intelligence de Carroll, le modèle CHC de tout à l'heure, les tests de QI actuels mesurent donc bien l'intelligence générale au travers du QI total. Décomposés en plusieurs groupes de compétences différents sont les indices et évalués par une dizaine d'épreuves, les subtests. On a donc bien nos 3 niveaux hiérarchiques de l'intelligence. Les versions actualisées des échelles de Wechsler sont construites de manière à identifier de plus en plus précisément des profils de capacité. En effet, afin de mieux rendre compte de cette diversité de profils, les dernières versions comprennent maintenant 5 indices différents. L'indice de compréhension verbale, l'indice visio-spatial, l'indice de raisonnement fluide, de mémoire de travail et de vitesse de traitement. Cependant, il est important de définir le concept de haut potentiel dans un modèle développemental des compétences. Ce sont ces compétences qui sont mesurées lors d'un test de QI et non les potentialités de départ du sujet. Ces traits latents se manifestent de manière mesurable sous la forme de performances. C'est donc bien sur les performances actuelles du sujet qu'on peut inférer des compétences et du potentiel et pronostiquer les performances futures. L'intelligence, estimée au travers du QI, est donc une mesure contextuelle. En effet, les mesures utilisées ne reflètent pas des caractéristiques innées et immuables. Elles représentent des caractéristiques psychologiques actuelles, fruits d'un développement en fonction des conditions de vie. D'autre part, ces mesures ne sont que des estimations de ces caractéristiques dont la validité peut être altérée par des phénomènes liés à la personne ou au contexte, fatigue, anxiété, motivation, puisque c'est comme une photo de la personne à un instant T. Il faut donc tenir compte des erreurs standards de mesure, c'est-à-dire situer le score dans son intervalle de confiance qui donne une marge d'erreur réduite. Puisque c'est une comparaison par rapport à une population, le QI perd de sa validité lorsque la personne n'a pas bénéficié d'opportunités normales de développement de ses potentialités, comme par exemple une scolarité normale. De la même manière, la mesure de l'intelligence n'est considérée comme réellement stable au cours de la vie qu'à partir de 6 ou 7 ans. Techniquement, on peut réaliser une évaluation des fonctions intellectuelles à partir de 2 ans et demi. Cependant, avant 6-7 ans, la mesure de l'intelligence fluctue fortement en fonction de facteurs développementaux et environnementaux. En effet,
l'étude du développement de l'enfant a permis de mettre en évidence que les enfants investissent de manière singulière les différentes sphères du développement, telles que la motricité, le langage, les relations sociales, la pensée logico-mathématique, etc. Et cela selon leur personnalité et leur environnement. Par conséquent, étant donné les limites de cette mesure, un bilan psychologique possède un caractère relatif qui nécessite une interprétation à partir du contexte global de la personne, c'est-à-dire que les résultats sont nuancés par un ensemble de données. C'est pourquoi seul un professionnel, un psychologue diplômé, est habilité à administrer et interpréter ces tests. Il se doit de respecter des procédures strictes ainsi que certaines précautions qui ont été définies par une conférence de consensus à l'examen psychologique de 2008 à 2010. En effet, il est nécessaire de contextualiser le résultat en l'associant à d'autres éléments issus de l'évaluation. Par exemple, des données anamnestiques, l'histoire de la personne d'un point de vue développemental, médical, culturel, ainsi que par les observations cliniques recueillies lors de l'examen, la compréhension de la tâche, la motivation, l'humeur générale, les réactions émotionnelles, la mise en place de stratégies, la fatigabilité. Le QI est donc une mesure à interpréter. Afin d'affiner ces données et d'objectiver les observations cliniques, l'analyse pourra alors s'accompagner de résultats provenant d'autres tests, comme des tests de personnalité, ou bien une évaluation neuropsychologique complémentaire si des difficultés cognitives sont suspectées. J'aimerais toucher un mot sur la théorie de Garner. Garner défend l'existence d'intelligences multiples qui peuvent se développer de manière indépendante les unes des autres. En 1993, il décrit 8 formes d'intelligence: la linguistique, logico-mathématique, visio-spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Il rajoute par la suite une 9e, l'intelligence spirituelle. Cependant, il a concentré ses travaux sur des applications pédagogiques, à nouveau au détriment d'une théorie qui tiendrait la route scientifiquement. En effet, pour étayer son idée d'intelligence indépendante, Garner soutient l'existence d'une localisation relativement stricte des différentes intelligences, imperméables les unes des autres. Comme cité plus haut, la neuroimagerie montre au contraire que s'il existe bien des aires cérébrales spécialisées, la résolution intelligente de tâches procède justement de leur interconnexion. D'autre part, reprochant aux tests traditionnels de ne pas être assez proches des véritables situations de travail, il développe des outils spécifiques sous forme de questionnaires d'évaluation auto-rapportés. Mais ces questionnaires mesurent des représentations subjectives et non des performances objectives. Il distingue donc difficilement les compétences des intérêts. Mais alors, le haut potentiel existe-t-il ?